le secret de François Ier tendait à démontrer que le roi à la salamandre, tantôt homme de lettres et protecteur des arts, tantôt chevalier avide de gloire et de bataille, fut peut-être l'instigateur du code ésotérique le plus extraordinaire de l'histoire de France. Cet aspect méconnu du roi François Ier trouve son aboutissement avec l'édification du plus fantastique château de la Renaissance française, le château de Chambord. C'est ici, au pied de ce formidable vaisseau de pierre, que le chercheur Didier Coillac commença à lever le voile sur l'ouvrage d'initié des artistes codeurs de la Renaissance. Une omniprésence du chiffre 8. 8 tours, 8 appartements dans le donjon, 80 caissons, 800 salamandres, dont 8 sur la tour lanterne, des cordelières, des colliers. Tel l'Hermès brandissant son caducée en 8, François Ier est-il un messager? Et s'il est un messager, quel est le message? Que cherche-t-il à indiquer en renversant les F de François? Pourquoi tant de retournements? Pourquoi tant d'anomalies dans l'ouvrage absolu et symbolique de son règne? Didier Coillac a trouvé un début de réponse dans la révélation d'une cabale géographique, intégrant les œuvres les plus marquantes du roi chevalier, avec la ville la plus emblématique de la royauté française, berceau du premier monarque chrétien et lieu de couronnement des rois, Reims. Reims est aussi le point d'ancrage d'un stupéfiant angle royal, encadré par le château de Chambord au sud et par le village de Chambord au nord. La géométrie, la guématrie et tout moyen de codage hermétique concourent à témoigner de l'existence d'un secret fondamental, échappant aux historiens et chercheurs depuis des siècles. Certains indices, dissimulés sur l'angle royal, nous incitent également à rechercher un lieu de dépôt, la cache d'un trésor fabuleux, probable finalité de cette cabale architecturale et géographique. À Chambord, une autre présence royale, éclatante, hante les couloirs du château. Si des successeurs de François Ier, comme Henri II, Charles IX et Louis XIII, apportèrent leur concours à l'entretien et à la finition du château, c'est surtout le roi Louis XIV qui y porta un intérêt particulier. Il s'y rendit 9 fois et restaura murs et toitures qui menaçaient de s'effondrer. En étudiant les règnes de François Ier et Louis XIV, le roi Soleil présente clairement des affinités avec son prédécesseur valois. Comme lui, il a une haute conception du métier de roi, qu'il met en scène tout au long de la journée. Si François Ier a incliné la monarchie vers l'absolutisme, Louis XIV a parachevé ce mouvement. François tapotait du luth, Louis jouait assidûment de la guitare. Le peuple avait un libre accès dans les châteaux de la Renaissance. Cette coutume sera conservée à Versailles. Louis XIV est lui aussi versé dans l'architecture. Le véritable chef de chantier, le décideur ultime des projets, c'est le roi. Versailles sera dans la même ligne symbolique que Chambord, à la gloire de la royauté. On le voit, le roi Soleil est l'héritier d'une certaine conception de la monarchie, née à la Renaissance. De là, on peut imaginer une filiation de l'œuvre ésotérique et hermétique du roi à la salamandre, à travers le chef-d'œuvre de Louis XIV, entre les murs et les jardins du plus fantastique palais d'Europe. Géographiquement, les 3 principaux palais de la royauté, hors Paris, forment un triangle aux proportions suggestives du nombre d'or. Fontainebleau, Chambord et Versailles s'inscrivent en effet dans un triangle 1, 2, racine de 5, avec une précision considérable.
il n'est pris en défaut qu'au niveau de l'angle droit, qui fait 91 degrés au lieu des 90 degrés théoriquement requis. Rappelons que l'une des meilleures définitions de phi est son égalité à 1 plus racine de 5 sur 2. La seigneurie de Versailles appartint longtemps à des nobliaux ou à des personnages sans réelle importance politique. Puis, au XVIe siècle, le domaine est acquis par la branche française d'une vieille lignée italienne, la famille de Gondi. Elle s'épanouira justement sous le règne de François Ier, se mettant au service du roi. Parmi les descendants, notons qu'Albert de Gondi, qui hérita du domaine de Versailles en 1573, épousa une certaine Catherine de Clermont, qui possédait alors le très énigmatique château de Dampierre, célèbre demeure alchimique. Coïncidence troublante, les armoiries de la famille Gondi sont parfois représentées avec 2 cordelières en 8. Ce fameux chiffre 8 en cordelière nous laisse présager que l'illustre famille était probablement dans les confidences ésotériques de François Ier. Rappelons que la cordelière et le chiffre 8, en général, sont omniprésents dans les œuvres et les représentations de François Ier. C'est en 1632 que la fabuleuse destinée de Versailles prend un tournant décisif. Succédant à la parenthèse éclairée des Gondi, le domaine passe en effet aux mains des rois de France. Louis XIII l'achète à l'archevêque de Paris, Jean-François de Gondi. Il y fait bâtir un château carré, cantonné de 4 tours. C'est à partir de cette bâtisse primitive que Louis XIV décida d'édifier la demeure symbolique de ses rêves. Comme à Chambord, des marais nauséabonds vont compliquer la mise en chantier. Historiens et courtisans, comme Louis de Saint-Simon, s'étonneront du choix du site. Le ministre Colbert lui-même resta longtemps hostile au projet. Il était partisan d'un pouvoir royal résidant au Louvre. Sans doute ignorait-il que le choix du site de Versailles répondait à des considérations allant bien au-delà de simples critères pratiques. Une remarque qui s'applique également à Chambord, château bien peu fonctionnel et trop éloigné de la capitale. Revenons un instant sur l'angle royal de François Ier. L'angle constitué par les 2 Chambords, laissant lui aussi apparaître le nombre phi, a pour sommet la ville des sacres des rois de France, Reims. Notons que la première pierre de la cathédrale a été posée le 6 mai 1211, le monument antérieur ayant brûlé officiellement le 6 mai 1210, exactement 1 an auparavant. Le 6 mai 1682, c'est la date à laquelle Louis XIV transféra la cour et les organes du pouvoir à Versailles. 6 mai à Reims, 6 mai à Versailles. Il est très probable que Louis XIV détermina cette date de naissance politique de Versailles en hommage à la cathédrale des Sacres et sa ville, symbole éternel de la royauté française et origine géographique du grand code de François Ier. Ce clin d'œil, voulu par Louis XIV à la ville de Reims, est une invitation à explorer un nouvel alignement dans l'esprit de cette tradition royale hermétique dont François Ier a été l'un des grands artisans. Le Louvre, palais parisien lié à la royauté depuis le XIIIe siècle, est traversé par cette ligne. De quoi rassurer quelque peu le ministre Colbert, qui voulait en faire le siège politique du règne du roi Soleil.
Il convient maintenant, avec l'aide d'un œil averti, de scruter les multiples énigmes que recèle ce fabuleux palais. Un palais qui éblouira l'Europe pendant des siècles et fascine encore aujourd'hui les curieux du monde entier. Les travaux, initiés par Louis XIV dès 1660, s'étaleront sur les règnes de ses successeurs et ne cesseront vraiment qu'avec la Révolution de 1789. Les mythologies antiques triomphent à Versailles, aussi bien dans le château lui-même que dans les jardins. Mais on peut constater que ceci ne reflète pas exhaustivement tous les mythes. On n'y trouve qu'un échantillon, somme toute restreint, de personnages souvent représentés plusieurs fois. C'est le cas notamment du dieu Apollon. Il est représenté 7 fois dans le parc. Rien d'étonnant à ce que le roi Soleil ait choisi de surreprésenter ce dieu de lumière au symbolisme solaire reconnu. Mais l'identification ne s'arrête pas là. Le philosophe Platon le présente comme un dieu fondateur et bâtisseur. Louis jouait de la guitare, Apollon est aussi dieu musicien, recevant d'Hermès une lyre, instrument symbolisant l'harmonie cosmique. Harmonie et création, tous ces attributs convenaient donc parfaitement à l'image forgée par Louis XIV. Pourquoi cette statue d'Apollon ? Tout simplement parce que ce chiffre est étroitement lié à ce dieu, de sa naissance au 7e jour jusqu'aux 7 cordes de sa lyre. Mais si l'approche symbolique peut satisfaire bon nombre de commentateurs, le chercheur Didier Coillac possède un don inné lui permettant d'aller au-delà de ses analyses et nous révéler les codages les plus obscurs. Il en est ainsi du dieu Apollon, le dieu de la 7e porte, dont l'emplacement des statues ne répond pas au pur hasard. Apollon est notamment représenté devant la façade du château. Il porte un carquois et une petite cape. Il ne lui manque que l'arc. Cet arc, nous allons le retrouver en explorant le bassin du miroir. Ici, notre Apollon semble appuyer sur sa cape. Mais dans ce cas, il devrait être déséquilibré. Il est plus logique de penser que c'est l'arc, dissimulé dans la cape, qui le soutient. Une cape se dit chape en ancien français. La petite cape que porte l'Apollon du Belvédère est donc une petite chape, c'est-à-dire une chapelle. Et c'est bien dans la chapelle du château que nous allons découvrir la finalité de ce codage. Car l'arc, anciennement orthographié l'arche, est représenté dans la chapelle d'un certain point de vue. Il s'agit de l'arche d'alliance, le coffre de Yahvé, mentionné dans l'Ancien Testament. Vous n'êtes pas convaincu par cette démonstration ? Autour du bassin de Latone, observons une 3e représentation du dieu Apollon. Nous sommes surpris de constater qu'il s'agit de la même statue que la version du Belvédère, devant le corps central du château. Pourquoi 2 statues identiques ? La raison en est simple et va valider notre hypothèse. En prolongeant la ligne impliquant les 2 statues identiques d'Apollon, nous aboutissons dans le cœur de la chapelle, à l'exact emplacement de notre arche d'alliance. Pour enrichir encore le codage, remarquons qu'Apollon tend le bras, comme quelqu'un qui progresse dans le noir, avec un chandelier à la main pour éclairer son chemin. Un chandelier ? On le sait, le panneau des tables de la loi de la chapelle représente aussi la Ménorah, le grand chandelier du temple. L'idée que le personnage s'est emparé du trésor du temple est sous-jacente. Le bras tendu, la cape sur le bras, il vient de prendre, de saisir le chandelier. Prendre, saisir, étaient justement 2 sens du verbe caper. On le voit, l'étude de Versailles est un formidable jeu de pistes, aux codages innombrables, demandant un colossal travail d'observation. Il faut être attentif à la position de chaque statue, de chaque tableau,
de chaque salon et bosquet, étudier leur orientation, leur agencement, les uns en fonction des autres. Il faut savoir déceler les calembours et autres jeux de mots, fixer une attention particulière sur les anomalies et sur les nombres. Les nombres qui expriment non seulement des quantités, mais aussi des forces, des principes et des idées. Le philosophe romain Boès assurait que la connaissance suprême passait par les nombres. Platon en faisait le plus haut degré de la connaissance et l'essence de l'harmonie cosmique et intérieure. Le nombre, associé à toute forme d'art, comme la musique ou l'architecture, est donc un outil essentiel pour initier l'homme aux connaissances subtiles de son monde. Avant de poursuivre notre investigation des messages cachés de Versailles, regardons de plus près quels pourraient être les auteurs de cette cabale architecturale et décorative entrevue par l'étude des statues d'Apollon. Assurément, Louis XIV dut faire appel à des exécutants, des initiés, peut-être une société secrète. La tâche s'avère ardue, en raison du caractère secret d'une telle démarche, mais nous pouvons déceler quelques indices, impliquant une haute personnalité parmi l'entourage du roi. Si André le Nôtre revient constamment dans l'évocation des jardins de Versailles, le premier peintre du roi, Charles le Brun, mérite une attention particulière. Ce peintre et décorateur fut formé notamment par Nicolas Poussin, bien connu des ésotéristes, qui voient en ce dernier un personnage détenteur de nombreux secrets. Des secrets qui seraient codés dans certains de ses tableaux. Ce passionné des arts antiques fit un voyage en Italie avec son élève Lebrun. Poussin fut également au service du roi Louis XIII, qui lui confia la tâche de superviser les travaux du Louvre. Le Louvre, dont nous rappelons qu'il se situe sur l'axe royal Reims-Versailles. Charles Lebrun aurait-il hérité de quelques secrets de son mentor, le peintre des bergers d'Arcadie ? À Versailles, si Lebrun signe de son nom la décoration de la Galerie des Glaces, on lui accorde plutôt un rôle de stratège, chargé de coordonner les centaines d'artistes s'affairant minutieusement dans les salons. Par exemple, René-Antoine Wass, un élève de Lebrun, censé être le concepteur du plafond du salon de Vénus. On conserve pourtant un dessin préparatoire de Lebrun, esquissant Nabuchodonosor et Amitis, ce qui indique bien que Lebrun a participé activement au système décoratif du salon. Pour l'historien Milovanovic, à partir de 1662, Lebrun fut le bénéficiaire exclusif des commandes de décors royaux, fort de la protection de Colbert et même de la bienveillance du roi. Lorsqu'il ne pouvait réaliser tous les projets, par exemple pour les enfilades d'appartements aux Tuileries à Versailles, Lebrun se contentait de donner le dessin de la structure décorative. Ce soin particulier, porté sur les détails, le doit-on uniquement à un Lebrun perfectionniste, œuvrant à faire de ce palais l'écrin parfait du plus puissant monarque d'Europe, ou avait-il d'autres raisons, plus confidentielles ? C'est dans un poème que l'on voit s'esquisser un début de réponse à cette question. Cette strophe, signée Charles Perrault, suggère de façon claire que le premier peintre du roi intègre à son art des secrets dont il a reçu la confidence. Charles Perrault lui-même était un personnage de tout premier plan dans l'administration des bâtiments. Colbert en fit son bras droit, son premier commis. Si Perrault est aujourd'hui connu pour ses contes pour enfants, il est aussi considéré comme un hermétiste par des lecteurs avertis. Notons que Perrault fut à l'origine de la thématique du labyrinthe de Versailles, dont les statues illustraient les fables du conteur grec Ésope. Le labyrinthe était situé sur l'actuel bosquet de la Reine. À propos de labyrinthe, il convient de mentionner un ouvrage, peu connu aujourd'hui, mais ayant eu un impact certain auprès des architectes et grands jardiniers royaux. Le Songe de Polyphile, rédigé et publié à la fin du XVe siècle, narre le voyage onirique d'un jeune homme, Polyphile,
à la recherche de sa bien-aimée, Polia. De cette errance dans un monde étrange et merveilleux se déroulent au fil des pages des descriptions très précises de monuments et jardins surprenants. Cet ouvrage ésotérique, dont l'identité de l'auteur reste encore discutée, eut un étonnant succès à la cour de François Ier. Les successeurs du roi à la salamandre en eurent forcément connaissance, au moins jusqu'à Louis XIV, qui en aurait possédé lui-même plusieurs exemplaires. Nul doute que les jardins d'André Le Nôtre n'échappèrent pas à l'influence de ce songe de Polyphile, poème initiatique, allégorique et hermétique. Qui dit hermétisme dit chiffrage. Didier Coillac a remarqué la récurrence du chiffre 17 à Versailles, qui apparaît de manière plus ou moins complexe dans le château et les jardins. Une constatation partagée par l'auteur Vincent Bertheret dans son ouvrage « Versailles, des jardins vers ailleurs ». La galerie des glaces est ouverte sur le jardin par 17 fenêtres, auxquelles répondent 17 arcades sur le mur opposé. Il est intéressant de compter les fenêtres de la façade. Côté jardin, on compte des rangées de fenêtres mettant le nombre 17 à l'honneur. 34 est bien sûr le double de 17. La partie centrale de la façade échappe à cette régularité en affichant 23 fenêtres. Mais le 17 se retrouve de l'autre côté du même corps de bâtiment, donnant sur la ville, avec 17 fenêtres en tout. En comptant les 3 niveaux de fenêtres, chaque aile de Versailles compte au total 153 fenêtres. On peut obtenir ce chiffre en additionnant tous les nombres de 1 à 17. La longue façade du château côté jardin comporte des groupes de statues posées à l'étage attique. Le ruban de façade porte ainsi 102 statues. C'est 6 fois 17. Observons la structure générale des jardins. Si les bosquets, parterres et bassins ne s'intègrent pas dans une géométrie parfaite, on y devine cependant un quadrillage très simple, inspiré d'une base structurelle de type carré. Un carré de 4 cases de côté. Les férus d'ésotérisme ne pourront s'empêcher de rapprocher ce quadrillage avec les carrés magiques, dont la particularité est que la somme de chaque ligne, colonne ou diagonale donne le même nombre, la constante magique. Ce carré magique est tiré d'une œuvre du peintre et mathématicien Albrecht Dürer, Mélancolia. Comme tous les autres carrés magiques de base 4, la constante magique est de 34. 34, c'est 2 fois 17. De plus, ce carré magique a la particularité suivante. Toute paire de nombres placés de façon symétrique par rapport au centre du carré a pour somme le nombre 17. Est-ce une coïncidence ? La fascinante gravure de Dürer a donné lieu à d'innombrables interprétations symboliques, qu'il serait trop long de décrire ici, mais son titre devrait déjà nous interpeller. Mélancolia. Il y a justement une statue dite du mélancolique à Versailles. Le mélancolique s'intègre dans un groupe dit des 4 complexions, ou 4 tempéraments de l'homme. Ce groupe fut commandé par Louis XIV avec 4 autres groupes de statues en 1674. Notons que l'auteur de ces dessins préparatoires n'est autre que l'incontournable Charles Le Brun. Le mélancolique, du groupe des 4 tempéraments de l'homme, se distingue des 3 autres statues par son emplacement, alors que le colérique, le sanguin et le flegmatique sont concentrés autour du parterre nord. C'est sur la rampe nord du parterre de Latone qu'est érigée la statue du mélancolique. Doit-on voir cet isolement comme un clin d'œil, une anomalie pour attirer notre attention et nous guider vers le Mélancolia de Dürer? Louis XIV et Charles Le Brun auraient sans doute pu nous éclairer. Le carré magique de Dürer est-il la clé pour comprendre la structure générale des jardins? C'est possible, mais rappelons que tous les carrés magiques de base 4 ont pour constante magique le nombre 34 et font donc apparaître le nombre 17.
Le carré de Dürer se décline lui-même en 8 formes différentes, par permutation, et il y a en tout 880 carrés magiques de 4, de quoi décourager les déchiffreurs les plus perspicaces. 880, 8, des chiffres qui résonnent en nous et nous ramènent au 8 de François Ier. De la statue du mélancolique, il suffit d'ailleurs de traverser le parterre de la Tonne pour retrouver l'emblème du roi à la salamandre, au pied de la statue dite du feu. Elle est justement la 8e statue de la rampe sud. En termes de symbolique, les deux nombres, le 8 et le 17, semblent d'ailleurs se compléter. Lorsque nous décomposons le nombre 17, la somme de ces deux chiffres, appelée somme théosophique, est égale à 8. Le 8, qui est aussi le signe mathématique de l'infini, est universellement le nombre de l'équilibre cosmique. On retrouve cette symbolique dans de nombreuses civilisations de par le monde, dans les textes sacrés shintoïstes du Japon, dans l'hindouisme, dans les mythes quechua d'Amérique du Sud, jusqu'aux croyances des peuples africains, comme les Dogons. Le 8, le chiffre du dieu égyptien Thoth, qui deviendra Hermès chez les Grecs et Mercure chez les Romains. Mercure que l'on croise régulièrement dans les jardins et salons de Versailles. Le chiffre 17 a également une haute importance symbolique dans de nombreuses civilisations. Comme le note Vincent Beurteret, le 17 est le nombre de l'évolution spirituelle. À l'égal du 8, le 17 est lié à des références cosmiques, mais il est aussi le chiffre de la mutation spirituelle de l'initié, celui-ci créant une jonction entre le monde matériel et le monde spirituel, entre le terrestre et le céleste. Pour les simples observateurs que nous sommes, c'est ainsi qu'il faut comprendre Versailles. Un parcours initiatique qui semble échapper à notre conscience, mais qui résonne cependant en nous, au plus profond de notre âme. L'arcane 17 du jeu de tarot, dont certains affirment qu'il est inspiré de l'œuvre de Thoth Hermès, véhicule cette idée. L'étoile, qui pourrait être le soleil de Louis XIV, suggère des phénomènes qui dépassent notre perception consciente, mais qui font écho dans notre monde intérieur. Validant les liens entre le 17 et le 8, notons les 8 étoiles dans la partie supérieure de l'arcane. Si Versailles est à concevoir comme un parcours initiatique, on est en droit de s'étonner du choix des thèmes abordés dans les jardins et le château. L'approche ésotérique nous force à constater que les préoccupations du roi Soleil débordent largement de ce que l'on peut attendre d'un roi très chrétien, par ailleurs élevé dans la foi et sincèrement croyant. Mais où sont donc passées les images pieuses chrétiennes qui devraient illustrer abondamment les murs de la chapelle? Étrangement, nous y trouvons surtout des références à l'Ancien Testament. Cette attitude, peu académique, dans les choix ornementaux du roi de France, trouve un écho dans ses rapports diplomatiques avec l'Église de Rome. Des relations tumultueuses qui conduiront le pape Innocent XI à excommunier secrètement Louis XIV en 1687. Les préoccupations qui animent le cœur de Louis XIV, outre sa foi sincère qu'il met en pratique de manière quotidienne, sont donc à chercher derrière ces figures mythologiques, empruntées aux cultures grecques, romaines et donc païennes. Par la démesure du travail kabbalistique, savamment orchestré par des initiés tels que Charles Le Brun, nous percevons que Versailles renferme des réponses aux questions fondamentales que se pose le genre humain. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Le chercheur Didier Coillac pense que les kabbalistes de Versailles ont gravé leurs réponses à ces questions sur les pierres du château, par le biais de Mercure, Neptune et Apollon. Cette vision d'un Versailles tourné vers l'Antiquité ne doit pas nous étonner. Elle est l'héritière d'un mouvement né à la Renaissance. Cette Renaissance qui a encore beaucoup de choses à nous dire sur son héritage antique.
l'approche ésotérique va en effet nous révéler des perspectives inattendues. Si la Renaissance française est la Renaissance de l'Antiquité, les témoignages liés à l'Égypte antique sont rares, mais pas inexistants. Les gardiens du château de Chenonceau sont là pour nous le rappeler. Les sphinx du château de Fontainebleau, eux, n'ont pas survécu à la période révolutionnaire. Mais il subsiste une porte égyptienne, commandée par François Ier. Elle représente les statues d'Isis et Osiris, surmontées d'enfants portant le F emblématique du roi. Claude d'Urfé était un vassal et proche de François Ier. Il nous a laissé sa riche demeure personnelle, la bâtie d'Urfé, située dans le Forez. Dans la cour, un sphinx, aujourd'hui en cours de restauration, trône habituellement au pied de l'escalier. Il est considéré comme l'un des premiers sphinx de l'ère moderne en France. Et le château de Chambord? À première vue, rien ne semble rappeler un quelconque témoignage ou hommage à l'Antiquité égyptienne. Et pourtant, l'approche mathématique va nous révéler d'extraordinaires relations entre le chef-d'œuvre architectural de la Renaissance et l'une des grandes réalisations de l'Antiquité, la seule des 7 merveilles du monde qui subsiste encore aujourd'hui, la pyramide de Khéops, ou Grande Pyramide. Didier Coillac a constaté le fait suivant. En ramenant simplement la hauteur de la Grande Pyramide au point culminant de Chambord, à 56 mètres de manière homothétique, nous constatons que le château est exactement 2,618 fois moins élevé que l'édifice égyptien, soit d'un rapport phi au carré. Si l'on reconnaît l'intérêt porté par les bâtisseurs et artistes de la Renaissance au nombre phi, comme démontré par Didier dans ses travaux antérieurs, il est tentant d'écarter le hasard d'un tel résultat. Déplaçons maintenant la pyramide fictive dans l'enceinte de Chambord. Chacun de ses côtés s'emboîte parfaitement entre les murs de l'aire sud-ouest du château. La concordance est totale. Cela peut aussi expliquer la dissymétrie constatée, mais jamais expliquée, entre l'aire sud-ouest et l'aire nord-est du château, le donjon n'étant pas parfaitement au milieu de ces deux aires. Considérons maintenant les dimensions de Chambord en utilisant le mètre, pourtant censé être inconnu au XVIe siècle. La base du donjon de Chambord est de 44 mètres, tandis que la base de la pyramide précédente, réduite de phi au carré, donne une longueur de 88 mètres, soit exactement 2 fois la base du donjon. Résultat miraculeux, nous retrouvons également notre marqueur 8, propre à Chambord, et qui est aussi le chiffre de Thoth Hermès. L'anthropologue Louis-Claude Vincent nous rappelle par ailleurs que de nombreux historiens arabes, notamment du Moyen-Âge, n'attribuaient pas la construction de la Grande Pyramide au pharaon Khéops, mais à un certain Hermès, sous la direction d'un roi antédiluvien appelé Sauride. Rappelons les liens étroits qu'entretenait François Ier avec l'Orient, concrétisés par son alliance avec Soliman le Magnifique. Un autre élément liant la Grande Pyramide à Thoth Hermès, et donc au 8, peut se retrouver dans le problème dit de la quadrature du cercle. Imaginons un carré, dont le côté serait de même longueur que la base de la Grande Pyramide.
Si la demi-base de la pyramide vaut 1, alors le périmètre du carré sera de 8. En traçant un cercle dont le centre est au milieu du carré et dont le rayon est la hauteur de la pyramide, nous obtenons le résultat étonnant de 7,99 pour le périmètre du cercle, quasiment 8. Le chiffre de Thoth Hermès est donc subtilement codé dans la structure géométrique de la Grande Pyramide. Mais revenons à notre donjon de Chambord. Sa base est de 44 mètres. Pour les férus d'égyptologie, ce chiffre de 44 doit immanquablement leur rappeler la longueur de la base de la Grande Pyramide, qui est de 440, une valeur exprimée en coudée royale égyptienne. 440, c'est aussi le nombre de pièces du château. Cela pourrait passer pour une coïncidence si les exemples n'étaient pas si nombreux. L'oratoire, la pièce hors norme du château, qui semble avoir été rajoutée au plan de Chambord sans souci de symétrie, a un mur nord-est de 4,40 mètres de long. Les salles de garde ont une largeur d'exactement 8,80 mètres. Les dimensions du domaine de Chambord ont certes évolué depuis des siècles, mais il est étonnant de constater qu'il s'étend sur un parc de 5440 hectares. Il en est de même pour la porte égyptienne de Fontainebleau, épargnée par les révolutionnaires. Elle rend elle aussi hommage à la Grande Pyramide, avec une largeur de 440 cm sur une hauteur de 220 cm. 440 et ses dérivés, comme 44, 88 et 8, sont donc omniprésents dans les créations du roi à la salamandre. L'architecte Androuet du Cerceau se plaisait à renommer le palais de François Ier Chambourg. Pour quelle raison? Si la valeur guématrique de Chambord est 64, 8 x 8, celle de Chambourg est 88. L'un des mystères de Chambord tient dans l'emplacement de son escalier principal, situé au milieu du donjon. Cette disposition est en soi une énigme sans précédent dans l'histoire de l'architecture. La solution passe peut-être par le langage hiéroglyphique, puisque le mot égyptien mer, M-E-R, désigne une pyramide et antérieurement un escalier. Cet escalier s'élançant vers les cieux à la manière de la Grande Pyramide, dont l'axe vertical symbolise l'union de la terre et du ciel. Ce mot égyptien « mer », nous le retrouvons d'ailleurs à quelques kilomètres du château, puisque c'est le nom d'une petite ville de la région. Sa présence, à seulement 9 km de Chambord, nous incite à scruter les environs à la recherche d'autres indices. À 9 km au nord-ouest de Chambord se trouve justement un obélisque, appelé la pyramide de Ménare. Un obélisque est bien sûr de tradition égyptienne. Le mot Ménare contient aussi les 3 lettres du mot mer, qui, rappelons-le, signifie pyramide. Mais ce n'est pas tout. La distance reliant la pyramide de Ménare au cimetière de Mer est également proche de 9 km. Nous sommes donc en présence d'un triangle équilatéral quasi parfait, à 200 mètres près si nous visons le cimetière de Mer. Pourquoi le cimetière? Le mot égyptien mer fait aussi référence à une sépulture, un tombeau. Ce triangle aux 3 côtés égaux, le plus pur de la géométrie sacrée, est à la base de la forme pyramidale. En explorant les chroniques du Moyen-Âge, nous découvrons qu'est mentionnée la présence, en France, d'une pyramide très particulière. On la surnommait à l'époque la pyramide des mers. Elle est aujourd'hui mondialement connue sous le nom de Mont-Saint-Michel. Nous avons toutes les raisons de croire que cet alignement, Mont-Saint-Michel, Chambord, Grande Pyramide, a été délibérément programmé par François Ier. C'est lui, le grand maître de l'ordre de Saint-Michel,
qui modifia le collier de l'ordre en y ajoutant une série de 8, le chiffre de Thoth Hermès, bâtisseur mythique de la Grande Pyramide. Afin d'être définitivement convaincus des liens existants entre Chambord et la Grande Pyramide, scrutons encore un peu plus leurs dimensions. Si l'on divise le côté de la Grande Pyramide par le côté du donjon de Chambord, on obtient 5,236. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce résultat, en valeur absolue, est exactement la valeur de la coudée égyptienne, exprimée en mètres, soit une coudée égale 0,5236 mètres. De plus, cette valeur est égale à 2 fois le carré du nombre d'or divisé par 10. C'est étonnant. La coudée royale recèle un substrat mathématique quand elle est formulée en mètres. Et ce n'est pas tout. La coudée 0,5236 multipliée par 6 fait 3,1416, qui est pi. Ce 5236 est une balise mathématique intemporelle liant la coudée, le mètre, phi et pi. Les maîtres d'œuvre de François Ier maîtrisaient parfaitement ces connaissances et se sont fait un devoir de les fondre dans l'infrastructure du château de Chambord, des connaissances puisées dans le savoir égyptien. Nous retrouvons d'ailleurs cette balise mathématique dans la chambre du roi de la Grande Pyramide, qui est un carré long de 5,235 mètres sur 10,47 mètres. La chambre du roi est donc une sorte d'étalon de la coudée royale, atteinte à 1 mm près. Les rois de France ont gravé cette valeur également sur la terre de France. Les châteaux de Chambord, Versailles et Fontainebleau esquissent sur la carte un triangle 1, 2, racine de 5. Or, la somme de ces trois nombres fait exactement 5,236. De quand date la construction de la Grande Pyramide? Quelle était sa fonction? Comment a-t-elle été érigée? Les réponses de l'égyptologie moderne, confrontées aux textes anciens, qu'ils soient égyptiens, arabes, coptes, grecs ou romains, ont de quoi nous laisser dubitatifs. S'il ne convient pas pour nous d'entrer dans de tels débats, le simple bon sens nous pousse à rester prudents vis-à-vis des conclusions actuellement retenues. Ainsi, la Grande Pyramide aurait été bâtie, il y a un peu plus de 4500 ans, par un pharaon dénommé Khéops, une affirmation qui est en contradiction avec tous les textes anciens, à l'exception des écrits d'Hérodote. Par ailleurs, qui peut affirmer avec certitude que Khéops n'aurait pas usurpé le titre de concepteur de la Grande Pyramide? Quand bien même sa dépouille aurait reposé dans les entrailles du monument, doit-on en conclure qu'il s'agit bien là d'un tombeau, et uniquement d'un tombeau? Nos monuments religieux font souvent office de sépulture pour bon nombre de personnages importants, comme nos rois ou nos saints. Il ne viendrait à personne l'idée que la basilique de Reims, par exemple, abritant la dépouille de Saint Rémy, ait pour fonction, et unique fonction, de servir de simple tombeau. Tous, par contre, seront prompts à reconnaître que la Grande Pyramide est bien l'un des ouvrages les plus fantastiques de l'histoire humaine. Ses propriétés mathématiques, maintes fois commentées, son orientation précise sur le nord géographique, sa taille colossale, en font un concentré de prouesses à la fois théoriques, géographiques et d'ingénierie. Si les artistes de François Ier ont délibérément codé la Grande Pyramide dans la structure du chef-d'œuvre de la Renaissance, c'est bien qu'elle était à leurs yeux d'une importance fondamentale. L'héritage gréco-romain
faisant office de référence et de modèle à la culture occidentale, n'aurait-il pas usurpé un rôle qui devrait être tenu de façon plus légitime par les antiques Égyptiens? À qui doit-on réellement les fondements de notre civilisation? Le château de Chambord nous apporte une réponse cinglante, ébranlant par là même les dogmes actuels. Certains auteurs, comme Louis-Claude Vincent, n'hésitèrent pas à parler de pillage de la part des penseurs grecs, qui auraient tout appris au contact des prêtres égyptiens. Solon, Thalès, Pythagore, Hérodote, Démocrite, Platon, Euclide et beaucoup d'autres ont tous fait un ou plusieurs séjours en Égypte, terreau fertile de leurs pensées philosophiques, de leurs croyances ou de leurs théorèmes. Le grand physicien Isaac Newton déclara que les Égyptiens cachaient des mystères incompréhensibles aux vulgaires sous le voile de rites religieux et de symboles hiéroglyphiques. Les traités d'alchimie représentaient plus d'un dixième de sa bibliothèque, et Newton étudia passionnément la littérature hermétique et alchimique. Il déclara un jour qu'il avait trouvé sa loi de la gravitation dans l'ancienne littérature sacrée. Il affirma que le dieu Thoth était un copernicien, rejoignant l'alchimiste Michael Mayer, qui voyait Thoth comme la source de tout savoir scientifique. L'astronome Copernic déclara ouvertement en être arrivé à sa vision révolutionnaire par l'étude des écrits secrets des anciens Égyptiens, y compris les œuvres de Thoth lui-même. L'astronome du XVIIe siècle, Kepler, reconnut qu'en énonçant ses lois sur les orbites planétaires, il volait seulement leur vaisseau doré aux Égyptiens. Dans son Philosophia, Albrecht Dürer rend aussi hommage à l'héritage égyptien, en lui réservant une place de choix. L'œuvre représente 4 personnifications de la philosophie. L'allemand Albertus Magnus, les romains Cicéron ou Virgile, le grec Platon et, placé au sommet, l'égyptien Ptolémée. L'examen superficiel du château de Versailles nous a montré l'intérêt porté par Louis XIV à la tradition gréco-romaine. Le château de Chambord nous a entraînés vers les contrées brûlantes du plateau de Gizeh. Plus nous avançons dans notre enquête, plus nous reculons dans l'évocation d'un passé lointain, avec comme point commun la transmission de cultures et de savoirs ancestraux. Nous allons voir que les hermétistes de Versailles, par le biais de la mythologie gréco-latine, sont allés encore plus loin dans l'évocation de notre passé, là où l'histoire est censée s'effacer pour laisser place au temps des mythes et des légendes. Pas besoin de passe.